Bonjour, nous sommes le dimanche 12 novembre 2017 et il m'est arrivé dans le passé quand j'avais envie de faire une vidéo un autre jour que le vendredi où je fais le temps qu'il fait de l'appeler Paul Jorion pense tout haut à quelque chose ou bien pense tout haut à une date bien précise et je m'étais dit en me réveillant ce matin que j'allais consacrer vendredi prochain le temps qu'il fait aux 3 jours que j'ai passé au colloque Transvision, le colloque des militants du transhumanisme à Bruxelles, les 9, 10, 11 novembre. Et puis je me suis dit, dans le monde qui s'effondre autour de nous, j'aurais sûrement des choses plus pressantes à dire d'ici une semaine pratiquement. Alors je vais faire une de ces petites vidéos consacrées à un thème particulier à ces 3 jours. Alors ces congrès de transvision des militants transhumanistes n'ont pas lieu tous les ans. Ils se reproduisent, je crois que le précédent c'était en 2014. On affirmait solennellement hier soir qu'on allait essayer de faire ça tous les ans. Et effectivement, il y aura déjà une réunion à Madrid en octobre 2018. Donc il y aura en tout cas quelque chose l'année prochaine. Alors comment est-ce que je me suis retrouvé là? Eh bien parce qu'avec le petit groupe attaché à la chaire éthique et transhumanisme à l'Université catholique de Lille, on s'est dit qu'on allait aller ensemble à ce colloque. Et j'ai eu la surprise qu'au moment de mon inscription, les organisateurs m'aient demandé à moi en particulier d'être l'un des orateurs et de poser mon regard sur leur activité et d'en parler, ce que j'ai fait effectivement hier en milieu de matinée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce congrès? Qu'est-ce que j'en retiens? Pourquoi ai-je envie de vous en parler? La première chose, c'est que j'ai rencontré des gens très intéressants et que je tire davantage de cette réunion que ce que j'avais espéré au départ. Je n'avais pas une opinion négative, je me disais je vais apprendre ceci ou cela, mais j'ai eu des conversations plus intéressantes que celles que j'avais envisagées. Mais il faut le dire aussi avec des gens qui étaient un petit peu, en général, marginaux vis-à-vis du mouvement, comme moi, des curieux, des gens qui voulaient voir, qui ont envie de voir ce qui se passe. Non pas que les conversations que j'ai eues avec les militants soient moins intéressantes, mais j'ai peut-être appris des choses neuves davantage des gens que j'ai rencontrés comme ça dans les corridors et qui venaient comme moi voir ce qui se passe à cet endroit. Alors, quelle remarque peut-on faire? D'abord, on peut remarquer que ces gens sont peu nombreux, finalement. Ils sont bien dispersés à la surface du monde, mais quand on parle des petites unités locales des militants, c'est apparemment peu de monde. Il y a pas, voilà, c'est pas un mouvement de foule. Ce qui est quand même relativement paradoxal, puisque on est conscient, je vois que beaucoup de gens sont conscients, que ce mouvement transhumaniste, qu'il soit porté par des militants ou non, c'est quand même quelque chose de très dominant dans notre culture. On y va d'une certaine manière. Et si on y va un peu à reculons dans les pays occidentaux, on y va avec un énorme enthousiasme dans certains autres pays. On a été un peu surpris quand la déléguée des représentants de la Corée du Sud nous a dit que finalement elle n'arrivait pas à susciter beaucoup d'intérêt pour le transhumanisme en Corée du Sud. Et là, on a réfléchi un petit peu tous ensemble dans des conversations de corridors, de couloirs ou durant les assemblées à pourquoi ce propos un peu paradoxal de sa part. Et là, on s'est rendu compte, c'est parce que dans des pays comme la Corée du Sud, le transhumanisme, non pas, les progrès dont parle le transhumanisme sont une espèce de rouleau compresseur, mais qui a lieu, je dirais, dans le fil de la culture locale. Et non pas à rebrousse-poil, dans le sens du poil en Corée, et à rebrousse-poil chez nous. Pourquoi à rebrousse-poil chez nous? Parce que nous sommes encore imprégnés de manière zombie ou non par le christianisme qui est autour de nous, qui a un avantage certain dans la mesure où il attire à tout moment notre attention sur le fait qu'il devrait y avoir un cadre éthique à ce que nous faisons, mais aussi où il y a une espèce d'esprit quand même anti-prométhéen, anti-tenter n'importe quoi puisque la technique le rend possible, puisqu'il y a en arrière-plan, que nous y pensions ou que nous ayons cessé d'y penser, mais que le schéma est quand même présent, qu'il y a une nature humaine et que cette nature humaine, d'une certaine manière, nous a été donnée et que
tout ce que nous produisons en dehors qui a l'air d'être non naturel est quelque chose d'artificiel et que cet artificiel est quelque chose dont a priori il vaut mieux plutôt se méfier plutôt que de l'adopter avec enthousiasme. Donc un mouvement je dirais, de société profond. On cite des chiffres quand on soumet aux populations de nos pays je dirais les buts, les objectifs du transhumanisme. Un chiffre qui est cité, qui est sans doute vraisemblable, c'est 72% des gens qui trouvent ça très bien, que c'est une bonne idée. Et en même temps, des groupes de militants assez modestes, et réunissant des gens, je dirais, aux idées quand même assez disparates. J'ai attiré l'attention dans mon exposé sur le fait que, attendez, parce que je commence à avoir un peu trop de lumière dans la figure, j'ai attiré l'attention des militants sur le fait que j'avais quand même entendu dans les discours qui sont tenus quelque chose qui est difficile à vivre, c'est-à-dire sur le plan politique, là où on parle de gauche et de droite, de capitalisme et d'anticapitalisme, j'ai entendu des gens qui se trouvaient aux deux bouts de l'éventail. J'ai entendu, en particulier venant du groupe français Technoprog, des propos de type politique très proches ou identiques à des vues d'extrême gauche. Et venons en particulier des représentants de de l'ancien bloc soviétique ou la zone d'influence, Russie, Bulgarie, Roumanie, Pologne, des propos pro-capitalistes extrêmement, je dirais, violents, même soutenant une sorte de capitalisme de la loi de la jungle, euh, avec je dirais, un pays de cocagne où des pommes en or pendent des arbres et ne demandent qu'à être saisis. Attendez, je vais tourner parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment un problème de lumière. Voilà, on va continuer comme ça. Des visions inconciliables. Visions inconciliables entre le capitalisme comme étant quelque chose dont il faut absolument se débarrasser si nous voulons survivre en tant qu'espèce, une vue qui n'est pas très éloignée de la mienne et qui semble être celle des militants français dans leur ensemble, et des visions libertariennes de l'ordre un peu du délirant du côté des représentants de l'ancienne, enfin de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Difficile, à mon sens, d'avoir un mouvement, même si des théoriciens du transhumanisme parlent de transcender la gauche et la droite, un discours qu'on connaît très bien, qu'on a entendu ailleurs, même si des propos comme cela sont tenus de transcender la division, l'opposition gauche-droite, je ne pense pas qu'il soit possible à l'intérieur d'un mouvement de concilier des positions à ce point différentes, même si on dit que la politique est entre parenthèses, je ne pense pas que ça peut marcher. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose qu'on a déjà connu. C'est quelque chose qu'on a déjà connu et c'est ce qui explique que la pensée anarchiste n'a jamais conduit, sauf des expériences extrêmement éphémères comme en Espagne dans les années 30, n'a jamais réussi à se réaliser comme utopie sur le terrain. Et pourquoi? À mon sens, c'est pour la même raison, parce qu'il y avait il y a toujours eu un tiraillement entre des positions qu'on pourrait d'un côté mettre, je dirais, Kropotkin et Bakounine, mettant l'accent sur la solidarité comme étant le principe d'organisation des sociétés, et par ailleurs un Max Stirner qui est dans un livre de 1844 dont vous avez entendu parler, Le mois et son double, nous expliquait une sorte d'anarchisme absolument radical, mettant non pas l'intérêt général au centre, mais l'intérêt absolument particulier. Et il y a là, je dirais, dans cette manière, dans l'anarchisme, de se rejoindre par les extrêmes derrière, où l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent, quelque chose qui est à la fois une cohérence, si on veut, sur le plan de la pensée, mais une incohérence absolue lorsqu'il s'agit de mettre les choses en pratique à l'intérieur des sociétés. Quelle utopie!
quelle utopie mettre en place si à la fois on parle de l'intérêt général comme étant véritablement premier ou l'intérêt individuel. Il n'y a pas moyen, à mon sens, de concilier les deux. Alors, autre remarque la distance qui existe entre ces militants individuels et les gens qui, sur le terrain, mettent en pratique ce qu'est le transhumanisme. Entre les Elon Musk, les Ray Kurzweil, la distance est absolue. Et les gens que j'ai pu rencontrer hier, même quand ils sont des gens connus, des James Hughes, des Anders Sandberg, des gens très connus du mouvement, la distance semble énorme entre eux et ceux qui, sur le terrain, réalisent les objectifs du transhumanisme. Le physicien dirait ça ne percole pas, il n'y a pas de réseau continu, il n'y a pas de liaison entre les militants de base et les gens qui réalisent le programme sur le terrain. Ça veut dire une chose, ça veut dire que ces gens qui le réalisent sur le terrain n'ont pas besoin des militants. Il ne s'agit pas de la Révolution française ou de la Révolution d'octobre réalisée par des militants qui prennent le pouvoir, qui prennent les choses en main, qui descendent dans la rue et puis qui prennent les choses en main. Le transhumanisme a lieu, il se réalise indépendamment de l'existence d'un groupe de militants qui défend ses idées ou non. Est-ce à dire que ces militants n'ont aucun rôle à jouer? Non. Il y a un point d'articulation possible entre eux et je dirais et la population et les gens qui font ça sur le terrain. Et il n'est pas dit que la jonction ne se fera jamais. Mais il est clair que le rouleau compresseur du programme transhumaniste, le méliorisme, le fait qu'on nous améliore par des moyens génétiques et autres, par des prothèses, le fait qu'on va vers des tentatives d'immortalité individuelle par une lutte contre le vieillissement et ainsi de suite, ce rouleau compresseur n'a pas besoin, à mon sens, de militance sur le terrain pour se réaliser. Il aura lieu de toute manière. Et c'est ces opposants au mouvement transhumaniste, qui s'appelle en France Pièces et main-d'œuvre, disent à juste titre, à mon avis, le transhumanisme a déjà eu lieu. C'est une difficulté là aussi pour les militants, c'est que chaque fois qu'on parle de quelque chose comme étant le programme, d'une certaine manière, ça a déjà eu lieu. J'ai vu ça quand j'étais chercheur en intelligence artificielle. Quelque chose qui existe déjà dans une machine, quelque chose qui est déjà dans un smartphone, c'est plus d'intelligence artificielle aux yeux du public, c'est quelque chose qui est déjà là. L'idée transhumanisme, l'idée intelligence artificielle, c'est pour des choses qu'on n'a pas encore. Alors ça, c'est difficile effectivement pour un militant. Il faudrait qu'il attire l'attention sans arrêt sur le fait que ce dont il parle n'est pas une chimère, c'est pas de la science-fiction, c'est pas du rêve de savants fous. C'est véritablement quelque chose dont on voit qu'il se réalise de jour en jour. À notre grande satisfaction ou à notre grand désespoir, ça dépend très fort du système politique et d'organisation que nous avons autour de nous, qui va en faire quelque chose qui bénéficie à l'ensemble de la population ou uniquement à une petite élite qui détient le porte-monnaie, le portefeuille. C'est ça l'enjeu de ces choses. Alors voilà, je vous dis, discussion très intéressante. Ma communication a été très appréciée, ça m'a fait très plaisir qu'on l'ait ovationné très, très aimablement. Ceci dit, quand par la suite, quelqu'un parmi les militants m'a dit qu'est-ce que vous pensez en tant que, devant tout le monde, enfin dans les interventions, qu'est-ce que vous pensez en tant que militant de ceci ou cela? Alors j'ai répondu non, je ne suis pas, ni un militant, ni un membre même du mouvement. Je ne suis pas transhumaniste. Je suis un observateur aimable,
voilà, et j'observe avec intérêt. Et j'ai donné effectivement dans mon intervention, j'ai donné ce qui me semblait que quelques conseils à ces gens pour avancer, parce que je ne considère pas moi que ce soit les ennemis de l'humanité. Comme je le dis, j'ai l'impression qu'ils font partie d'un mouvement qui peut-être n'a pas besoin d'eux, mais ils font partie d'un mouvement qui est ce qui se passe. Et là, comme anthropologue, voilà, en tant qu'anthropologue, on ne peut jamais dire c'est contre nature ou c'est pas ça. Nous sommes toujours un peu des observateurs de ce qui se passe, observateurs consternés ou enthousiastes, ça c'est une autre affaire. Mais je ne suis pas un militant transhumaniste, non plus, de la même manière qu'en général je ne suis pas un militant de ceci ou de cela. Euh, les idées que je prône sont une combinaison peut-être trop particulière, trop idiosyncratique pour qu'il y ait un mouvement quelconque qui puisse véritablement le représenter. Alors, de la même manière que j'espère que ce que j'ai pu dire hier à ces transhumanistes peut leur rendre service, j'espère que ce que je viens de dire maintenant peut être aussi une base de discussion. C'est pour ça que je vais ouvrir aux commentaires ce que je viens de dire là. Oh là, euh, excusez-moi pour le soleil et la lumière qui m'ont rendu le tournage un petit peu difficile, mais bon, je vais pas recommencer, ça ne mérite pas ça. Allez, j'attends vos commentaires. Merci, à bientôt.